Alors, je m'appelle Hervétis, je suis chimiste. J'ai le sentiment que la chimie est la plus belle des sciences. Ça, c'est juste pour provoquer tout le monde et susciter des questions. C'est la première fois que je fais une conférence assis. D'habitude, je suis toujours debout et je bouge beaucoup. Donc là, ça va être plus statique que d'habitude. Je suis un peu triste. D'habitude, quand je fais une conférence, je fais toujours des expériences. Alors ça, j'y tiens beaucoup. Et en vrai, pendant que Aristide faisait l'introduction, j'ai quitté l'écran parce que je suis allé dans ma cuisine chercher du matériel, non pas pour faire la conférence devant vous, mais pour vous inviter à la faire. Alors, je commence par raconter une histoire qui est une histoire vraie. Certains d'entre vous connaissent l'encre sympathique. Alors, l'encre sympathique, c'est on raconte que les espions, pour faire des messages qui ne se voient pas, ils écrivent avec du jus de citron sur du papier blanc. Rien n'apparaît, mais quand on le met au-dessus d'une flamme, à ce moment-là, l'écriture paraît marron. Bon. Alors, cette histoire se raconte dans tous les livres de vulgarisation, et j'y ai cru comme tout le monde, jusqu'au jour où j'ai fait l'expérience. Et j'avais peut-être, je ne sais pas, 7 ou 8 ans. Et dans cette expérience, j'ai vu qu'en réalité, on voyait l'écriture en jaune du jus de citron sur le papier. Donc, ce n'est pas terrible pour les espions. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que ça brunit? Parce que c'est un fait que ça brunit. Alors, le jus de citron, au premier ordre, c'est de l'eau. Ensuite, il y a de l'acide citrique et puis il y a d'autres choses. Bon. Donc, est-ce qu'il y a une réaction avec le papier, par exemple? Alors, pour faire l'expérience, vous pouvez très bien faire la chose suivante. Vous prenez une assiette en porcelaine blanche, vous écrivez dessus avec du jus de citron et vous prenez un pistolet décape-peinture, vous chauffez et vous allez voir que ça brunit même sur une assiette blanche. Ce qui prouve qu'il n'y a pas de réaction avec le papier. Le papier n'est pas nécessaire pour cette expérience. Maintenant, vous voyez qu'il y a eu un brunissement. Alors, ce brunissement, il n'est pas lié à l'eau, donc il est lié au composé du jus de citron. Est-ce que ça serait la vitamine C? Est-ce que ça serait l'acide citrique? Donc, quand on est chimiste, on essaye, on prend l'acide citrique, on le met sur l'assiette blanche, on donne un coup de chalumeau, ensuite on prend la vitamine C, on fait pareil, et ça brunit à tous les cas. Bon. Alors, ces brunissements sont des brunissements non enzymatiques, il n'y a pas d'enzymes qui agissent, et ce sont des réactions chimiques qu'on appelle pyrolyse ou thermolyse selon les cas. Il y a des distinctions un peu subtiles. Et tout va bien, mais on est quand même ennuyé parce que quand on lit la littérature scientifique ou de sciences ou technologie des aliments, chaque fois qu'il y a du brunissement non enzymatique, on nous dit c'est des réactions de Maillard. Alors, j'en ai assez avec ces réactions de Maillard. Je suis responsable moi-même parce que dans les années 80, comme je me suis aperçu que Maillard était né à Pont-à-Mousson et qu'il n'y avait pas de rue Maillard à Nancy, j'ai dit c'est un scandale, Maillard est un bienfaiteur de l'humanité, il faut débaptiser la place Stanislas pour l'appeler la place Maillard. Alors évidemment, c'était une provocation, mais ça pose quand même quelques questions parce que vous voyez, vous prenez même du vinaigre cristal, hein, vous faites la même expérience que tout à l'heure, ça brunit aussi. Et donc, à peu près n'importe quel composé organique qu'on chauffe va se mettre à brunir. Ce qui prouve que dire ça brunit, et vous avez devant vous une image de steak, c'est donc une réaction de Maillard, et ben c'est la plus grande des naïvetés. Donc, la conférence d'aujourd'hui veut notamment lutter contre cette idée que le brunissement non enzymatique, c'est Maillard. Alors d'ailleurs, vous voyez, je n'ai pas utilisé le titre Maillard dans le titre de la conférence. J'ai appelé ça réaction de glycation parce que vous allez voir que c'est le vrai nom qu'on doit donner quand il s'agit de certaines des réactions, pas celles que je viens de décrire. Alors, ça c'est le premier point. Enfin, c'est les deux premiers points. Le troisième point, c'est j'ai reçu un email avant-hier d'un jeune écrivain culinaire qui dit « Monsieur Tis, ce que vous faites, c'est super, mais ça pose quand même un problème. Et en particulier, vous êtes un peu un censeur, c'est-à-dire que vous voudriez qu'on parle bien. Vous voudriez réserver le mot arôme pour l'odeur des plantes aromatiques. Vous voudriez parler de réaction de glycation plutôt que de réaction de Maillard. Et en fait, on est en train de craindre tout ça. Alors, mon but, ce n'est pas ça. Au contraire, c'est un but très positif. J'ai le sentiment, et je veux faire partager ce sentiment,
j'ai le même sentiment que Lavoisier dans l'introduction de son traité élémentaire de chimie. Il dit très bien, si on perfectionne les mots, on perfectionne la science, et si on perfectionne la science, on perfectionne les mots. Donc en réalité, cette conférence, elle n'est pas négative, elle est très très positive. Hein. Et alors d'ailleurs, ça m'amène au point suivant. La présentation est faite de deux parties. Une première partie qui donne les faits, c'est des faits historiques. Je suis très heureux d'avoir fait le travail historique qui a souvent été mal fait à propos de ces réactions de Maillard ou de glycation. Et la deuxième partie, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toutes ces informations positivement. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire grandir la science et la technologie des aliments dans le futur grâce à ces informations-là. Alors, donc deux parties. Je m'arrêterai à la fin de la première partie pour laisser une première série de questions et puis ensuite on pourra avoir la deuxième partie et puis les questions d'après. Maintenant, il y a le mot glycation devant vous, il a un Y. Alors, glycation, ça va avec glucose. Glucose, glucidium, ça veut dire doux, sucré. Hein. Donc, il sera question aujourd'hui de réactions entre des molécules, et ces molécules, ben, on verra que dans certains cas, les sucres sont largement présents. Donc, voilà pour l'introduction. Alors, je peux passer à la première diapo. Alors, ce qu'on va voir, c'est donc une première partie pour se demander si effectivement Maillard est un bienfaiteur de l'humanité. Ensuite, on va passer aux faits historiques, c'est ce que je vous ai dit, des questions et surtout les questions au concours. Donc ça, j'expliquerai tout à l'heure. Alors, première partie, est-ce que Maillard est un bienfaiteur de l'humanité? Alors, voilà Louis-Camille Maillard, donc 1878. On n'oublie pas qu'il est donc né après 1870, à un moment où l'Allemagne avait envahi l'Alsace-Lorraine, et donc c'est un moment très particulier de l'histoire de France. Hein. À cette époque, il faut savoir que la France et l'Allemagne, même en chimie, se battaient. Par exemple, je crois que c'est Jean-Baptiste Dumas qui a dit « La chimie est une science française ». Bon. Et tout ce qui était outre-Rhin ou ce qui était allemand était très déconsidéré. Hein. Je suis moi-même d'une famille où on a opté pour la France en 70. On est exilé d'Alsace. Enfin, c'est des choses terribles. Et donc, il ne faut pas oublier dans cette histoire de Maillard ce contexte qui est essentiel. On va le voir plus tard. Alors, on nous dit maintenant la réaction de Maillard a été découverte par le médecin Louis-Camille Maillard. C'est le brunissement des aliments, c'est une réaction de brunissement non enzymatique, etc., etc. Voilà beaucoup de baratin. Ce qui m'étonne, c'est que ce baratin-là, que vous avez devant vous, je l'ai pris dans les conférences internationales Maillard. Donc là, vous allez voir qu'il y a des raisons de s'étonner. Bon. Alors, maintenant, les Anglais, eux, ils ont une vue très différente. Ils disent, c'est un dénommé Ling, en 1908, qui a découvert ces réactions de brunissement. Alors, il a écrit vraiment au cours de la fabrication de la bière, quand la température est de l'ordre de 150 degrés, il y a de la couleur et de l'odeur. Bon. Et il dit, des acides aminés réagissent probablement avec les sucres. Alors, 1908, il n'était pas très vieux, Maillard. Hein, il n'avait pas encore commencé ses travaux. Donc, enfin, il avait commencé, mais il était tout jeune. Donc, il faut savoir que les publications Maillard, c'est 1912-1913. Donc là, les Anglais ont raison. 5 ans avant Maillard, ce brunissement avait déjà été décrit. Bon. Alors, ce qui est plus grave, c'est que la publication de 1908, même par certains historiens des sciences, c'est cité 1908 par Lynn et Malting. Mais non, ce n'est pas par Ling et Malting, c'est par Ling. Et le sujet de l'article, c'est malting, qui veut dire la malterie, enfin le brunissement des... Alors, les Anglais, donc, n'avaient pas tort. Alors, voilà le IMARS, la Société internationale Maillard Reaction Society, qui a ses réunions internationales, je crois que c'est tous les 4 ans. Là, une des dernières s'est tenue à Nancy, parce qu'on faisait le centenaire de Maillard, donc je n'ai rien à en dire, j'étais présent, j'ai fait une conférence, je n'ai pas dit du mal de Maillard ce jour-là. Hein. D'ailleurs, je n'ai pas de raison d'en dire du mal. Il y a quand même un fait extraordinaire. Aujourd'hui, voilà les résultats Google, les statistiques Google.
quand on met réaction de Maillard, voilà ce qu'on obtient. Donc, il se passe vraiment quelque chose depuis les années 80. On cite Maillard, Maillard, Maillard. Et le malheur, c'est que plus on le cite de façon erronée. Mais on aura l'occasion de le dire. Alors, aujourd'hui, on est presque resté à cette description de Hodge en 1953 qui décrit, donc, alors lui, il utilise, vous voyez en bas, il y a marqué la réaction de Maillard. Il n'a pas dit les réactions de Maillard. Hein. Alors, est-il justifié de parler de la réaction de Maillard ou des réactions de Maillard? En gros, il faut savoir que ces réactions sont parfois considérées comme étant entre des sucres réducteurs et des acides aminés ou des protéines, ça n'est pas très clair. Hein. Évidemment, dans les protéines, il y a des groupes amines, mais il n'y a pas d'acides aminés dans les protéines, il y a des résidus d'acides aminés. Et c'est là où il y a une vraie discussion à avoir, parce que dans l'enseignement, je suis désolé de vous dire que je vois, et même dans les publications scientifiques, je vois des articles, je vois des cours où il est écrit que les protéines, c'est fait d'enchaînement d'acides aminés. Non, ça peut être constitué par l'enchaînement d'acides aminés, mais une fois que la protéine est là, il n'y a plus d'acides aminés. Il y a des résidus, parce qu'il y a encore des atomes qui correspondent à des acides aminés. Si on coupe la chaîne protéique, on peut récupérer dans certaines circonstances des acides aminés, mais il n'y a pas d'acides aminés dans des protéines. De la même façon, dans une molécule d'eau, il n'y a pas de dioxygène et de dihydrogène. Il y a des atomes d'hydrogène et des atomes d'oxygène. De même, dans un triglycéride, dans une bouteille d'huile, il n'y a pas d'acide gras. Il y a des triglycérides, et ces triglycérides sont faits d'un résidu de glycérol et de résidu d'acide gras. J'y peux rien, c'est comme ça qu'on parle proprement et qu'on peut faire de l'enseignement propre et qu'on peut penser proprement. Si on croit que dans l'huile, il y a des acides gras, eh ben, on dit n'importe quoi. Alors, évidemment, vous voyez, j'apparais en censeur. Alors, j'arrive maintenant sur une citation. La réaction de Maillard est un groupe, une série complexe de réactions. Comment est-il possible qu'une réaction, ça soit des réactions? Bon, c'est pour ça que j'ai mis cette espèce d'image avec des taches où certains reconnaissent un nombre. Moi, je suis dyschromatope, donc je ne vois rien. Hein. Donc, je ne vois rien, je ne comprends rien. Dyschromatope, ça veut dire aussi que je suis peut-être un peu simplet du point de vue chimique, mais je ne comprends rien quand on m'écrit une phrase pareille. Bon. Alors, en revanche, j'ai beaucoup d'admiration pour David Hilbert qui disait nous pouvons savoir, nous saurons. Hein. Le but de la science, c'est quand même de savoir. Et donc, on va savoir, on va rendre les choses simples, on les connaissant mieux et on verra de quoi il s'agit. La question, c'est les réactions de Maillard, de quoi s'agit-il? Alors, les mathématiciens savent très bien que il est insensé de caractériser quelque chose qui n'existe pas. Par exemple, je maintiens que j'ai le droit de dire que le manteau du Père Noël est bleu, parce que comme le Père Noël n'existe pas, eh ben, il n'a pas de manteau rouge. Il n'y a pas d'ange sur la tête d'une épingle, et il était indécent au Moyen-Âge ou à la Renaissance de vouloir compter le nombre d'anges sur la tête d'une épingle, ce que faisaient les théologiens de la Sorbonne. Bon. Donc, on va essayer de savoir de quoi il s'agit. Alors, les faits. Alors, les faits, c'est des faits donc historiques. Hein. Alors, je me suis tapé toutes les publications parce que je voulais vraiment en avoir le cœur net. C'est une histoire compliquée, donc il faut comprendre. Ce qu'on voit, c'est qu'en 1866, c'est-à-dire avant la naissance de Maillard, Hugo Schiff, qui était un chimiste qui n'était pas français, ça c'est son grand défaut, a déjà découvert qu'il y a des réactions entre des aldéhydes et des amines, et entre des sucres et des amines. Alors je vous rappelle qu'un acide aminé, c'est une amine. Hein. Il a une fonction acide carboxylique par derrière, mais enfin c'est une amine. Donc en fait la réaction, elle est déjà décrite ici. C'est-à-dire que si la réaction de Maillard, c'est sucre plus acide aminé, eh ben c'est déjà fait. Donc ce n'est pas Maillard qui doit porter le nom d'une réaction entre sucre et d'acide aminé. D'ailleurs, dans l'image de Hodge dont je vous ai parlé tout à l'heure, que je vous ai montré l'espèce de schéma compliqué, il y avait bien une base de chiffres au début. Ça, c'est reconnu, c'est bien. Vous avez la publication, je pense que le PowerPoint, on le mettra en ligne, donc tout le monde aura accès à cette référence. Hein, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Alors, donc voilà, Schiff a proposé donc des imines secondaires.
voilà le type de molécule qu'on obtient. N, ça veut, alors peut-être qu'il faut que je sois, pour ceux qui ne sont pas chimistes, N, ça représente l'azote, C, le carbone, R1, R2, R3, c'est des parties de molécules qui peuvent varier. Donc, c'est quelque chose de très général. Et donc, Schiff a fait un travail extraordinaire. Alors, il faut savoir que 1863, c'est très ancien du point de vue de l'histoire de la chimie. Parce que en France en particulier, Marcellin Berthelot, qui a été ministre de l'Instruction publique et qui a été le grand chimiste national en quelque sorte, mais pour des raisons politiques et religieuses, parce qu'en fait il était anticlérical, mais Marcellin Berthelot s'opposait à l'époque à l'idée qu'on puisse parler de molécules avec des atomes comme des objets identifiés dans un petit objet qui s'appelle une molécule. Donc les Français ont pris 50 ans de retard en chimie organique à cause de gens comme Marcellin Berthelot. Il y avait une idée, il y avait une sorte de combat entre ceux qui pensaient qu'il y avait un comme si, c'est-à-dire que ce qu'on découvrait, c'était comme si, et puis les autres qui pensaient que vraiment les atomes existaient. Alors je vous en montrerai un exemple tout à l'heure. Alors, 1871, donc on est un peu plus tard, Saxe, encore un autre Allemand, alors fait réagir du lactose, lactose c'est donc un sucre, avec de l'aniline qui a une fonction amine. Alors, vous voyez qu'on est déjà dans la même lignée, c'est-à-dire que le lactose dont Maillard parlera en 1913, c'est-à-dire 45 ans plus tard, enfin 44 ans plus tard, il est déjà là, il n'y a pas de nouveauté. Bon. Alors, je vous ai parlé de l'existence des atomes. Alors, il y a des textes de Jacobus Henricus van 't Hoff, disons van 't Hoff, donc qui était néerlandais. Et ces textes, ils sont passionnants du point de vue historique parce qu'il y a quelques années, vous vous rappelez qu'on a fêté la découverte de l'atome par Jean Perrin, ou des molécules par Jean Perrin. Alors, Jean Perrin, c'était dans les années, c'était au début du XXe siècle, mais Van 't Hoff, en 1874, il est en train déjà de dire que les atomes se trouvent dans un plan. Donc, il n'y a pas de... À l'extérieur de la France, on savait très bien tout ça. Il y avait des atomes. Par exemple, Van 't Hoff décrivait la forme chaise et bateau de molécules comme le glucose. Donc, il montre les angles entre les liaisons. Donc, c'est vraiment insensé que la France ait pris du retard à cause de gens comme Marcellin Berthelot. Mais enfin, c'est un fait. Ça cadre le débat. C'est-à-dire que, vous voyez, en Allemagne, on avait déjà l'existence des atomes, des molécules, etc. Et donc, on faisait une chimie organique qui était quand même beaucoup plus évoluée. On peut remarquer en passant que les Français qui ont commencé comme ça, à penser ainsi, c'était donc des renégats, et c'était Gerhardt, qui était alsacien, et Laurent, qui était avec lui. Et ils ont été très mal vus. Gerhardt, il a été très mal considéré, parce qu'à l'époque, c'était de l'ostracisme pour ceux qui osaient penser comme ça, et donc l'Académie des sciences s'opposait à ces gens-là. Bon. Alors, on arrive au grand personnage de l'histoire, c'est Émile Fischer. Alors, Émile Fischer, que vous avez à gauche, il était chimiste à Strasbourg, parce que Strasbourg était occupé. Les Allemands avaient mis les meilleurs de leurs scientifiques à l'université de Strasbourg, qui était à l'époque allemande. Et Fischer est parti ensuite à l'université d'Erlangen, mais Fischer, c'est le grand homme de la chimie des sucres. Bon. Mais Fischer, alors, il est devenu le grand homme de la chimie des sucres parce qu'il était extraordinaire, mais aussi parce qu'il a découvert la phénylhydrazine que vous avez représentée au centre de l'image. Vous voyez, c'est un groupe à 6 atomes de carbone avec NH, NH2. Donc, vous voyez qu'il y a une fonction amine, enfin, en particulier, mais enfin, il n'y a pas que ça, c'est plus compliqué. Et il l'a fait réagir avec du glucose, et il l'a réagi avec du fructose, et lui, il a parfaitement compris ce dont il s'agissait. Et donc, il a vu apparaître des composés qu'il a identifiés. Alors, il a fait aussi avec le sucrose, c'est-à-dire le saccharose, le sucre de table que vous avez en bas. Vous voyez, la publication 1884, j'en ai pris qu'une, mais Fischer, il a fait toute sa carrière là-dessus. Il a eu le prix Nobel. Il y a une conférence Nobel extraordinaire où il raconte très bien ça. Et vous voyez qu'il n'est pas question de Maillard. Et Maillard, il n'existait pas à cette époque-là. On est en 1884, on n'est pas en 1912. Ça se fait en Allemagne. Et donc, la réaction entre sucre et acide aminé, c'est certainement pas Maillard. Voilà. Alors, maintenant, on pourrait dire, oui, mais est-ce que des réactions entre
des sucres et des protéines, ça serait Maillard. C'est une question intéressante. Donc, pour l'instant, on dit une réaction sucre-acide aminé, ça ne peut pas être une réaction de Maillard. Et il reste le bénéfice du doute pour sucre et protéines. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Alors, encore Sorokin qui fait réagir le glucose et l'aniline. On a continué, j'en ai trouvé quelques-uns. Alors, oui, dans les réactions de Maillard, dans les produits finaux, il y a des petites particules noires qu'on appelle mélanoïdines. Certains ont dit que c'était Maillard qui avait découvert les mélanoïdines. La réponse est non. C'est Schmiderberg en 1897. Vous avez l'article. Aujourd'hui, j'ai mis une publication à droite, une publication moderne, parce que en ce moment, les mélanoïdines, c'est le début de la résolution du problème. Ces mélanoïdines sont des agrégats chimiques compliqués, un peu comme la lignine, mais pas du même type. Et ils apparaissent dans des circonstances variées. Par exemple, ils apparaissent dans le sol, ils apparaissent dans les aliments chauffés, ils apparaissent dans des tas de circonstances. Quand ça noircit, souvent, il y a des mélanoïdines. Et ces mélanoïdines, on s'aperçoit aujourd'hui, soit par RMN, ici c'est un article d'analyse par RMN, soit par d'autres techniques analytiques, qu'il y a des mélanoïdines de différentes sortes et de différentes compositions. Ça n'est pas complexe, c'est simplement en cours d'être découvert. Et c'est une histoire scientifique extraordinairement passionnante, celle des mélanoïdines. Enfin, Schmiderberg, c'est bien avant Maillard. Donc, pour l'instant, Maillard n'est pas présent. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué la glucosamine qui s'obtient. Donc, vous voyez ici, il y a la réaction du fructose. Le fructose, un des 3 sucres qu'on trouve partout. Alors, pour ceux qui ne sont pas spécialistes de chimie des aliments, sachez que quand vous faites un bouillon de carottes, dans le bouillon, ce que vous récupérez, c'est essentiellement de l'eau, bien sûr, et ensuite 3 sucres qui sont le glucose, le fructose, le saccharose, sucrose en anglais, et puis des acides aminés. Et d'ailleurs, quand vous faites un bouillon de carottes, ça brunit au bout d'un moment. Donc, on pourrait se dire, est-ce que c'est une réaction de Maillard? Ben, certainement pas, parce que ce n'est pas les protéines. Alors, ça pourrait être une réaction de Schiff ou de Fischer, comme on a vu, mais c'est une question. Alors, maintenant, donc, 1909, Ling fait donc une hypothèse pour la malterie. 1808-1809, il y a deux dates de publication. Je passe, on a déjà vu. Et puis, on continue parce que les gens ne se sont pas arrêtés. Donc, le glucose et la pétoluyidine, c'est encore, vous voyez, ce groupe NH2 central, ça réagit. Donc, on essaye de voir dans quelles conditions, pourquoi, comment, etc. Et on arrive à 1912-1913, Maillard. Alors, genèse des matières protéiques, ça veut dire fabrication des protéines, hein, et des matières humiques, c'est le sol. Alors, il y a eu une présentation à l'Académie des sciences et ensuite il y a eu un mémoire, mais dont tout ça arrivait. Alors, on se rappelle que en réalité, donc, tout ça n'est pas neuf. Hein, et Maillard le dit lui-même. Il dit, vous voyez ici, les acides alpha-aminés en présence de la glycérine et des sucres. Donc, énorme de travail que les chimistes ont fourni depuis près d'un siècle. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose. Maillard reconnaît lui-même que ces réactions, ce n'est pas les siennes. Hein, donc, ça serait anormal de lui attribuer des réactions où il reconnaît que ce n'est pas les siennes. Alors, ce que voulait faire Maillard à l'époque, c'était qu'il voulait synthétiser des protéines. Alors, à l'époque, on appelait ça albuminoïdes, mais en gros, c'était des protéines. Alors, ici, Braconnot. Alors, Braconnot, il était à Nancy aussi. C'est un chimiste absolument extraordinaire qui avait été nommé correspondant de l'Académie des sciences. Correspondant, ça ne voulait pas dire qu'on était moins bien qu'un membre de l'Académie. Ça voulait dire qu'on n'allait pas aux réunions de l'Académie, donc on était ailleurs qu'à Paris, et donc on correspondait. C'est une notion essentielle de ne pas croire que les correspondants, c'était moins bien. Bon. Alors, Braconnot, il avait fait des choses très intéressantes, mais on ne peut pas tout citer dans les publications de Maillard, puisque la partie bibliographie est bien faite. Et donc, il avait découvert la leucine, mais il avait attaqué la gélatine par l'acide sulfurique. Il avait trouvé un autre aminé, un autre acide aminé. Donc, il avait exploré les acides aminés. Bon, je passe sur cette question-là. Ce qu'on voit un peu plus loin dans l'article de Maillard, enfin dans le mémoire de Maillard, c'est qu'il dit très bien que la liaison entre un sucre et un sucre réducteur et un acide aminé, cette réaction, elle était connue. Et évidemment, elle était connue, puisque je vous ai dit que déjà,
En 1866, il y avait Schiff qui avait travaillé. Alors, il cite Fischer, bien évidemment, parce que c'était impossible de ne pas citer Fischer, même en 1913, alors que l'Europe était dans des grands troubles. Hein. Mais Fischer était mondialement connu et c'était impossible. Alors, ce que voulait faire Maillard, c'était de la chimie douce. Alors, à gauche, j'ai mis une image, on connaît la synthèse des acides aminés par Urey et Miller. C'est une réaction on voulait reproduire les conditions de la vie, mais en quelque sorte, c'était un peu le même propos pour Maillard. C'était la synthèse des polypeptides par Fischer. Vous voyez, il dit Fischer avait déjà réussi à faire des polypeptides, mais Maillard voulait le faire par une méthode plus douce. Hein. Et alors, voilà la partie de l'article, enfin du mémoire, qui pose problème, enfin qui a suscité peut-être de l'engouement, et donc action des sucres sur les acides aminés. Mais pas de bol, ça a déjà été fait. Alors, c'est bien ennuyeux, parce que qu'est-ce qu'a fait Maillard? Alors, il interprète ces réactions. Alors, vous voyez, au milieu de l'image, on voit des molécules écrites avec un petit pointillé qui relie un O avec un H2. Bon. Alors, moi, quand j'ai commencé à faire de la chimie, quand j'étais tout petit, c'est ce qu'on appelait la chimie au lasso. C'est-à-dire qu'on voyait un atome d'hydrogène, on voyait un atome d'oxygène, on voyait deux atomes d'hydrogène. À ce moment-là, on entourait avec un trait le lasso et on disait, hop, ça fait une molécule d'eau et donc ça fait une condensation. Une condensation, c'est-à-dire que les deux molécules se lient. Bon, c'est sympa, mais ça ne marche pas. Alors, ça marche dans certains cas, mais c'est vraiment du doigt mouillé. Ce n'est pas de la bonne chimie, c'est la meilleure chimie qu'on pouvait faire à l'époque, hein, je suis bien d'accord. J'observe en passant, il y a un truc rigolo. Vous voyez qu'au lieu d'avoir les doubles flèches, il y a des égalités. À l'époque, on utilisait des égalités. Aujourd'hui, c'est plutôt des doubles flèches. Bref, Maillard n'a pas tellement interprété, puisque ça avait déjà été fait. Bon, et puis je continue. Ensuite, Amadori, alors à ce moment-là, fait un vrai travail mécanistique très intéressant. Il n'est pas seul, hein, il y a eu beaucoup de monde, et c'est pour ça qu'on parle de composés d'Amadori. Vous vous rappelez, on parle de base de chiffres d'un côté, composés d'Amadori ou de Haynes, H-E-Y-N-S. J'ai cité un article en bas de Vrodning qui dit les réarrangements d'Amadori et de Haynes. En gros, ça veut dire que, vous vous rappelez, je vous ai parlé de sucre et d'acides aminés. Les acides aminés, ça ne change pas, c'est toujours NH2. Mais les sucres, ça peut être des cétoses ou des aldoses, c'est-à-dire des fonctions cétones ou des fonctions aldéhydes. Et dans un cas, c'est des composés d'Amadori, dans le cas, c'est des composés d'Amadori. C'est un détail hein, pour notre histoire. Donc, Haynes, voilà pour les alpha-hydroxycétones. Je passe, c'est simplement voilà. Et on arrive à la question, c'est quoi un composé de Maillard? C'est quoi une réaction de Maillard? Alors, il y a des tas de gens qui publient des tas de choses pour essayer de comprendre, parce qu'on n'y comprend plus rien. Mais on n'y comprend plus rien parce que de quoi parle-t-on vraiment? Est-ce qu'on parle de réaction entre un sucre et un acide aminé? Est-ce qu'on parle de réaction entre un sucre et une protéine? Ce n'est pas la même chose. Bon. Et puis, est-ce que tout ce qui brunit est une réaction de Maillard? Alors, ici, dans cette image-là, souvent, il y a des gens qui disent « Ah ben oui, tout ça, ça brunit, donc c'est du Maillard ». En particulier, alors il faut regarder au milieu de l'image, un peu plus haut et plus à gauche, il y a marqué « sugars », sucre. Et donc, il y a des gens qui disent « Oh ben, si on chauffe des sucres, c'est une réaction de Maillard ». Bon, moi je suis très opposé à ça, parce qu'à ce moment-là, tout est une réaction de Maillard. C'est un vaste foutoir. Donc, arrêtons de mettre tout dans le même sac par ignorance. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est les réactions de Maillard? Alors, pour ceux qui sont intéressés par les caramélisations, je les renvoie aux travaux extraordinaires d'un collègue qui s'appelle Jacques Defay, qui était à Grenoble. Il est maintenant en retraite. Jacques Defay a très bien montré que quand on chauffe du saccharose dans l'eau, c'est-à-dire quand on fait un caramel, eh ben, il y a des hydrolyses. Mais hydrolyse, ça veut dire que, pardon, je reprends, le sucrose, enfin le saccharose, c'est fait de deux résidus, un résidu de glucose et un résidu de fructose, pour simplifier. Quand on chauffe et qu'on fait une caramélisation, c'est une réaction extraordinairement vigoureuse qui va séparer ces deux moitiés, qui vont se ressouder
par ce qu'on appelle des ponts spirolactones. Ce que vous voyez en bas, vous voyez, entre les deux parties, la partie intermédiaire, il y a deux atomes d'hydrogène, c'est des ponts spirolactones. Et ça, c'est les travaux de Jacques Defaille. Alors évidemment, quand on fait du caramel, il n'y a pas que ça, il y a aussi des mélanoïdines qui se forment, mais ce n'est pas les mêmes que quand on a sucre et acide aminé. Il y a aussi ce qu'on appelle le 5-HMF. Et alors, ce composé a une odeur de caramel, de cuit, hein, 5-hydroxyméthylfurfural. Et donc, je suis désolé, mais ça n'apparaît pas dans l'image de Hodge. Donc, la caramélisation n'est pas une réaction de Maillard. C'est une réaction de brunissement, certainement. C'est une réaction non enzymatique, certainement, mais ce n'est pas une réaction entre un sucre et une protéine. Et ce n'est pas une réaction entre un sucre et une acide aminé. Alors, donc, les caramelisations excitent les caramelisations. Alors, les autres causes de brunissement, vous vous rappelez au début, hein, mon pistolet des cap peinture avec l'expérience que je vous invite à faire. Faites-la vraiment. Hein. Déjà, les pyrolyses, ça n'a rien à voir avec des réactions de Maillard, parce qu'on peut prendre de l'acide acétique, qui n'est pas un composé de Maillard, c'est autre chose. Enfin, des oxydations, il y en a où ça brunit. En gros, presque, vous mettez presque n'importe quel composé organique que vous chauffez et ça va se mettre à brunir. Une des réactions les plus amusantes, je trouve, dans cette liste, c'est les déshydratations intramoléculaires des exoses. Alors, par exemple, vous prenez du glucose, vous le mettez dans l'eau et vous chauffez, ça va brunir. Pourtant, il n'y a pas d'acide aminé, il n'y a pas de protéines. Ou bien vous prenez du fructose, ça brunit aussi. Alors, vous voyez, il y a tout ça qui se fait. Et puis, pourquoi est-ce qu'on en a parlé beaucoup de ces réactions? On en a parlé beaucoup parce que vous voyez dans l'image de droite, à la fin du schéma réactionnel, il y a de l'acrylamide. Et l'acrylamide, c'est un composé qui est dit toxique. Enfin, sans doute la dose fait le poison. Mais il y a eu, ces dernières années, on a découvert que quand on chauffait trop du pain grillé, des frites avec une couleur trop soutenue, ou des produits de ce type, ça, même du pain et des pizzas avec des couleurs un peu fortes, à ce moment-là, on avait de la formation d'acrylamide. Évidemment, ce n'est pas super bon pour la santé, donc on veut réduire l'acrylamide. Et par les temps actuels, qui sont des temps très hygiénistes, eh ben, on se préoccupe beaucoup d'acrylamide, avec beaucoup de marchands de peur et de cauchemars, d'ailleurs, qui veulent nous faire croire qu'on va mourir toutes les secondes si on mange. Bon, je passe parce que sinon je suis politiquement incorrect et je reviens à la réaction de Maillard. Qu'est-ce qu'on peut appeler réaction de Maillard? La condensation initiale, c'est pas possible, ça serait oublier Schiff. Et puis ça serait pas juste, c'est pas Maillard qui l'a découvert. Les produits de Maillard, j'ai barré tous ceux qui n'étaient pas découverts par Maillard, donc il reste pas grand-chose. Hein. Je suis désolé de dire qu'il ne reste pas grand-chose de Maillard. Est-ce qu'on peut parler de Maillard quand il y a un brunissement enzymatique? Alors, finalement, ce n'est pas à vous de décider, ce n'est pas à moi de décider. Il existe quelque chose de merveilleux dans le monde de la chimie qui s'appelle l'IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. L'IUPAC, c'est une institution internationale qui est publique, hein, avec des chimistes de tous les pays, des chimistes volontaires qui se posent des questions de nomenclature, donc de nom. C'est essentiel. C'est ça qui a contribué. Vous voyez, on ne peut pas donner le nom d'un élément chimique qu'on découvre comme ça. Il y a l'IUPAC qui statue. Et alors, l'IUPAC, sur ces réactions, ils ont très bien donné la solution. Ils ont dit, on parle de produits de glycation, des produits de glycation primaires ou des produits de glycation avancés. Et donc, depuis que l'IUPAC a stipulé, et je pense très justement, ben je propose qu'on arrête de parler de réaction de Maillard et qu'on parle de réaction de glycation. Parce que c'est beaucoup plus juste. Sinon, Fischer est oublié alors que c'est lui qui a à peu près tout fait. Enfin, sauf que Amadori d'un côté, Haynes de l'autre, Schiff, mais Maillard, je suis vraiment désolé d'avoir été responsable, enfin d'avoir contribué à cet engouement sur Maillard et au point d'avoir suscité à Nancy la création d'une société Maillard, des amis de Louis-Camille Maillard. Et je m'en veux aujourd'hui.
et tout le monde dit n'importe quoi à ce propos, parce que c'est une chimie organique où il faut rentrer un peu dans le détail. Mais ça ne va pas nous changer la vie beaucoup de parler plus justement de réaction de glycation. Voilà pour la première partie de cette présentation, et je propose qu'on fasse une petite pause pour les questions qui peuvent se poser maintenant s'il y en a. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Pour l'instant, on a une seule question. Il y en a une qui est arrivée écrite. Hein, Oui, oui. donc, je la lis. Oui, oui. Alors, Hervé, Isabelle Giraud-Guillain te demandait, mais les fonctions amines primaires dans les protéines existent bien lorsque de la lysine est présente, non? Absolument, elle a raison. Je n'ai pas dit le contraire, j'ai dit qu'on peut avoir des réactions entre sucre et acide aminé libres, ou bien entre sucre et protéines, bien sûr. Ça c'est parfaitement. La question, c'est que ce n'est pas Maillard qui l'a découvert. Et alors, Nadine Vivier, ta présidente, demande finalement qu'a découvert Maillard. Eh bien, je me le demande. Non, en vrai, il a fait des tas de choses. Il a fait une synthèse extraordinaire de tas de travaux qui avaient déjà été faits. Il a été assez juste sur Braconnot, parce que c'était Nancy, sur Fischer. Il n'a pas cité tout le monde, mais il a fait une vraie belle synthèse. Il avait une vraie compétence. Hein. D'ailleurs, c'est amusant de s'apercevoir qu'il a découvert ce brunissement avec des tests sur l'urine. Par exemple, il a fait un test de coloration de l'urine. Et il ne s'intéressait pas spécialement aux aliments. Il était médecin. Hein, donc, pour lui, le sol, l'aliment, l'urine, il y avait du brunissement. Donc, il s'intéressait à ça. Et c'est pour ça qu'il a fait son mémoire à la fois sur l'aliment et sur la synthèse des protéines, l'aliment et les matières humiques. On en profite pour remercier notre présidente d'être présente à ce premier webinaire. Ah oui, je suis très flatté parce que quand même, surtout une historienne, une grande historienne. Alors, on a un académicien aussi, Émile Chaunet, qui dit en fait, c'est comme Parmentier, qui n'a rien inventé, mais qui a été plutôt un promoteur. Donc, Maillard serait un promoteur. Non, alors Maillard n'a pas été un promoteur parce que ça, c'est un point de vue très franco-français. N'oublions pas qu'à l'extérieur de la France, en Angleterre et en Allemagne, Maillard, il n'existait pas. Hein. C'est les Français qui l'ont fait exister. C'est donc une vraie question nationaliste. Cette question de Maillard est nationaliste. Et dans le fond, quand je faisais l'apologie de Maillard, c'est aussi parce que j'avais un grand-père qui était exilé à Nancy, mais c'est pas juste, c'est pas bien. La dénomination scientifique, elles peuvent pas être nationalistes, elles doivent pas être nationalistes. Et c'est pour ça que le mot glycation, il est plus juste, parce qu'il n'est pas nationaliste. Le grand homme, c'est Fischer. Hein. Le grand chimiste des sucres, c'est Fischer. Et donc Maillard, il n'est pas à la hauteur. Hein. Et je n'ai pas dit qu'il n'avait pas bien travaillé. Il a une vie, le pauvre homme, il a une vie terrible. Hein. Il a épousé la fille d'un grand professeur de médecine parisien. Il est venu à Paris. Il ne s'est pas entendu avec son épouse. Il est reparti à Alger. Il est tombé malade. Enfin, il est mort jeune. Enfin, c'est une vie terrible, le pauvre homme. Mais j'y peux rien. C'est pas lui qui a découvert les réactions de Maillard. Donc, c'est pas des réactions de Maillard. Ça n'existe pas, les réactions de Maillard. C'est comme le Père Noël. On parle de réaction de glycation maintenant. De toute façon, l'IUPAC a stipulé. L'IUPAC a stipulé. Ce sont des réactions de glycation. On parle de produits de glycation primaire ou avancée. Alors, je propose de donner la main peut-être à Hervé Laforgue parce que je n'ai pas bien compris sa question écrite, donc peut-être ça serait mieux qu'il la pose à l'oral, si c'est possible. Alors, je viens de vous donner… Oui, c'est bon. Voilà, c'est bon. Oui, salut Hervé, bonjour tout le monde. Désolé Hervé, je n'ai pas compris la question écrite. Donc. Oui, c'était quand on évoquait une des voies principales de formation de l'acrylamide qui était donc réaction asparagine plus sucre réducteur. Oui. Et justement, dans cette chimie des sucres, l'intérêt qu'on ait un sucre réducteur. Ah, les sucres réducteurs, c'est ceux qui réagissent, en gros. Il n'y a pas de réaction avec un sucre qui n'est pas réducteur. Alors, c'est pour ça que quand on met du saccharose, qui n'est pas un sucre réducteur, il peut y avoir une hydrolyse dans certains cas, et à ce moment-là, on fait glucose et fructose qui peuvent réagir avec un acide aminé. OK. Aristide, je vois que Madame Chassagne a levé la main, mais je ne sais pas si c'est pour prendre la parole ou pas. Donc, je vais lui donner la parole.
Madame Chassagne, vous pouvez activer votre micro. Allô, allô? Ça y est? Voilà, on vous entend. Voilà. Oui, c'était juste une remarque. Je suis entièrement d'accord avec Hervé. C'est très bien, on parle de réaction de glycation, mais enfin, la question, elle n'est pas de science là, parce que quand on décrit les réactions de Maillard, enfin, quand on en parle, quand on les décrit, on cite effectivement toutes ces réactions de Schiff, d'Amadori, etc. Donc voilà, on rend à César ce qui est à César, mais le problème n'est pas un problème de science, enfin, c'est un problème de reconnaissance. Quoi est acquis, non? La réponse est absolument oui. Hein. Simplement, on va voir dans la partie suivante, peut-être que c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant, enfin, allons-y. Hein. La partie suivante, c'est la chose suivante. Juste, peut-être Hervé, avant que tu partes dans la partie suivante, il y avait une question très intéressante. Pardon. Est-ce que les réactions de glycation peuvent exister à faible température? Alors oui, hélas. Alors ça, il y a des... C'est rigolo parce que de temps en temps, dans le milieu culinaire, où maintenant on a introduit l'idée des réactions de Maillard, ce qui est une erreur, je rencontre des chefs qui me tombent dessus en me disant « Ah, monsieur… » Enfin, ils ne me reconnaissent pas et puis ils me disent « Oui, alors la réaction de Maillard, ça a lieu seulement à haute température. » Bon. Alors la réponse c'est non, ça a lieu même à température ambiante. Alors les chimistes, ils ont une règle approximative. La vitesse d'une réaction, elle est multipliée par 2 chaque fois qu'on augmente de 10 degrés. Bon. Alors, comptons. Il faut à peu près 5 minutes pour brunir un steak à 180 degrés, on va dire à 200 degrés. Donc, il faudrait 10 minutes à 190, donc 20 minutes à 180, donc 40 minutes à 170, etc., etc. Et il faut à peu près 20 ans pour que l'œil des diabétiques soit opacifié. L'opacification du cristallin des diabétiques est un résultat des réactions de Maillard, hélas. Et ça se fait à 37 degrés. De même, dans les muscles des animaux, il semblerait qu'une espèce de raideur ou de dureté de la viande soit en partie due à des réactions de glycation et des pontages entre des protéines, par exemple. Okay. Donc oui, ça se fait, et ça se fait beaucoup plus lentement. Tu veux continuer la suite de ton exposé ou je voyais Isabelle Giroux-Guillin qui levait la main. Donc, voilà. Pour les autres personnes qui posent des questions, alors comme l'a dit Aristide en introduction, les questions auxquelles il n'y a pas eu de réponse en direct live seront transmises à Hervé avec vos mails et vous pourrez avoir réponse par écrit. Oui, bonjour à tous, Isabelle Giroux-Guillin. Dans des temps très anciens, j'ai fait ma thèse sur la réaction de Maillard et je me souviens, c'était un accident de laboratoire, mais dans une solution équimolaire glucose-glycocol que j'avais mise au frigo, au bout de quelques jours, elle était jaune. Ah oui. Jaune comme du sirop de citron. Et dans un autre ordre d'idée, c'est un peu anecdotique, mais je viens d'être opérée de la cataracte et j'ai exactement eu l'impression qu'on m'enlevait un filtre sépia à cette occasion. J'ai très vite compris. Alors, j'espère que l'opération s'est bien passée. Oui, parfaitement. Mais c'est vraiment très éclairant, c'est le cas de le dire. Si d'autres ont vécu la même expérience, tout de suite, j'ai compris que c'était du même ordre. Oui, alors, sur ton expérience sur le stockage au froid, c'est la terreur des fabricants de biscuits, parce que dans les biscuits, la teneur en eau est faible, donc la concentration en sucre et en acides aminés est importante, ou en protéines est importante, et ça favorise le brunissement. Donc la question, c'est comment garder dans les rayonnages d'un supermarché des biscuits pendant très longtemps sans qu'ils brunissent, parce qu'on ne veut pas toujours que ça soit bruni. C'est une vraie question. Donc, il y a toute une ligne de travaux sur les composés anti-Maillard. Il y a des brevets qui sont pris. Voilà. Mais de façon très comique, les arômes que l'on nommait en jargon les arômes ajoutés, hein, je précise par rapport à ton vocabulaire, les aromatisants. Que l'on appelait aussi autrefois en jargon arômes de Maillard, s'appelle désormais arôme de traitement thermique. Et justement, ça n'est qu'un abus de langage puisqu'on peut faire
des réactions de cette nature, je ne dis pas Maillard, à basse température également. Je vous propose de continuer peut-être. Oui, oui, oui. Comme ça, on reprendra les questions à la fin du webinaire. Je répète à ceux qui n'auraient pas eu réponse à leurs questions, les questions sont transmises à l'orateur, donc il n'y a pas de souci. Alors, j'arrive maintenant à la partie 4, donc les questions au concours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le temps, l'Académie des sciences et les académies des sciences ont toujours fait la chose suivante. Pour stimuler la recherche scientifique, on mettait des questions au concours. C'est-à-dire que l'Académie disait, voilà une question qui est posée, c'est une vraie question à laquelle on n'a pas de réponse. Et par exemple, Poincaré, le grand mathématicien nancéen d'ailleurs, a gagné le Grand Prix du roi Léopold avec une question au concours sur le problème des trois corps, c'est-à-dire quelle est la dynamique de la Terre, de la Lune et du Soleil. Alors, pour l'Académie d'agriculture de France, j'ai proposé il y a quelque temps au bureau que nous mettions au concours la question suivante. Soit une viande que l'on brunit, hein, que l'on cuit, voilà, vous l'avez devant vous. Bon, on peut peut-être enlever le romarin parce que je ne suis pas sûr que ça soit très utile, mais dans une telle viande, combien de réactions de glycation, combien de brins est dû aux réactions de glycation? Vous vous rappelez que du brunissement enzymatique, il y a des caramélisations, il y a des tas de choses. Donc ici, le brin, il y a une partie seulement qui est due aux réactions de glycation. Et la question, c'est combien? Alors, je suis désolé, je ne vous donnerai pas la réponse parce que je ne la connais pas. J'ai des expériences en cours là-dessus, mais pour l'instant, je n'ai pas encore soumis ma réponse au concours à l'Académie d'agriculture et tout le monde peut le faire pour gagner. Je crois que c'est une médaille de l'Académie. Voilà. On pourrait avoir d'autres questions d'autres types. Par exemple, on a parlé d'acrylamide. On pourrait se dire combien d'acrylamide est-il dû à des réactions de glycation? Ou bien combien de 5-hydroxyméthylfural est-il formé à partir de la base de chiffre initiale, pour préciser? Je crois que ce genre de questions va pouvoir contribuer, parce qu'elles sont plus précises, c'est-à-dire au lieu de mettre tout dans le même sac, on a des questions précises, mais je trouve que c'est insensé qu'au XXIe siècle, on envoie des sondes sur Mars et on ne sait pas répondre à la question du steak. Alors, je termine avec un grand vive la chimie, bien évidemment. Vous avez ici Hermès, le dieu de la chimie, parlant à Bacchus, le dieu du bien manger. Je fais en dessous la pub pour le groupe français de chimie des aliments et du goût. C'est un groupe Internet, une liste de distribution où on échange des offres de thèse, des postes de prof, on peut tout faire avec cette liste. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je signale aussi que dans les fiches de l'encyclopédie de l'Académie d'agriculture, sur le site de l'Académie d'agriculture, il y a une partie publication, dedans il y a une partie encyclopédie, et il y a des repères, des questions, des textes qui sont traités. Il y en a sur cette question-là du brunissement. Mais enfin, je préférerais, c'est une information que je donne, je préfère cette image-là. C'est une question au concours, je vous l'offre, à vous de contribuer à l'avancement des sciences chimiques en répondant à cette question.